Les hommes, pour moi, ont tendance à croire qu'on va les aimer comme ils sont. Donc finalement, ils sont assez authentiques, on va dire, voire très authentiques. Alors que les femmes, elles ressentent toujours le besoin de rajouter des choses, ou surtout, on a l'impression qu'elles ont la croyance qu'elles vont pas pouvoir trouver mieux. Elles vont rester avec quelqu'un en se disant, oui, mais je vais pouvoir le changer. Bon, en amour, c'est mort d'avance de faire ça. Qui a envie d'être changé ? Les femmes ont très conscience d'être regardées, voire trop, donc elles se protègent. Et les hommes n'ont pas du tout conscience d'être regardés, donc quelquefois, ils font pas très attention au packaging. Si vous croyez que vous n'avez pas de chance, si vous croyez que vous n'avez pas y faire, vous allez avoir le résultat qui correspond à ce scénario. Et en plus, si votre scénario il est un peu nul, il n'est pas très bankable, votre casting, vous imaginez comme vous allez avoir beaucoup de candidats. L'autre vérité, c'est que vous serez toujours un petit peu surpris sur le qui, le quand et le comment. Mais pour ça, il faut déjà être prêt à voir. Parce que le problème, c'est que si vous n'êtes pas prêt à voir, la chance, elle peut vous passer sous le nez sans que vous la voyez. Et ça, c'est très concret. Des fois, vous avez des gens très bien juste à côté et vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, forcément, en cherchant, on est dans une énergie d'ouverture qui nous permet de voir. Bonjour, ça va ? La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je veux des enfants ou pas ? L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Avec Hélène, nous nous sommes rencontrés à une soirée il y a quelques années. Hélène est coach de vie amoureuse. Elle accompagne les femmes et les hommes. Nous parlons des façons de faire différentes, façonnées par le temps, les croyances, les mythes ancestraux autour de l'amour. Hélène écoute, observe, questionne. Quand elle est arrivée chez moi, elle était comme à son habitude, flamboyante. Passionnée de cinéma, elle utilise cet univers comme une analogie. Quel film chacune d'entre nous souhaitons-nous réaliser ? Mais oui, faisons notre film. Soignons le scénario. Organisons le casting. Prêtons-nous sincèrement au jeu d'acting et réalisons notre story. Et pas que virtuelle, celle-ci. Un épisode pour tous les cœurs. Les jolis cœurs, les artichauts, ceux qui l'ont gros. Le tout avec notre gaieté de cœur. Écoutez-nous. Peut-être aurez-vous alors le cœur plus net de là où vous en êtes. Douce écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Caroline. C'est vraiment un plaisir de te recevoir, en plus chez moi cette fois-ci. Tout à fait, mais plaisir partagé. Elle est venue à moi, Hélène. Alors Hélène, elle était avant analyste obligataire. Ouais, c'est sexy. C'est dingue, hein. Elle est désormais love coach. Oui, moi j'aime bien plutôt dire coach de vie amoureuse, parce que je m'occupe de toute la vie amoureuse. Et love coach, on pense souvent au coach en séduction. Et moi je trouve que ça va bien plus loin que ça. Ah oui, ça va jusqu'où alors ? La vie amoureuse, ça commence avant la rencontre, pendant la rencontre, et puis après la rencontre. Ce qu'on ne raconte pas souvent, d'ailleurs, dans les histoires d'amour, c'est qu'est-ce qui se passe après la rencontre. Et ils se marient et ont beaucoup d'enfants. C'est un peu court, quand même. Qu'est-ce que tu as gardé, avant qu'on rentre dans le détail chronologique d'une histoire potentiellement amoureuse, de ton expérience d'analyste obligataire et qui te sert aujourd'hui dans ton métier ? Alors, c'est pas direct comme chemin. Il y a eu plusieurs étapes, mais disons que j'ai commencé par les chiffres, et puis en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait surtout, c'était le côté international, de parler avec plein de gens de partout. Donc finalement, mes deux piliers à moi, c'est le changement. Alors c'est sûr que dans la banque d'affaires, j'ai beaucoup changé, et pour moi, c'était assez naturel finalement.
et les relations humaines. Donc c'est ça qui m'intéressait le plus. Donc à un moment donné, j'ai laissé tomber les tableaux de chiffres et je me suis intéressée à ce qui me plaisait vraiment. Avec quelques étapes, j'ai pas trouvé la solution tout de suite, mais bon, je pense que tu me comprends là-dessus. Sur le changement, je pense que tu en connais un rayon aussi. Oui, la période de transition est un travail en tant que tel. Absolument. Pour passer d'un métier à un autre. On parle de reconversion, mais on parle moins rarement de cette période fondamentale qui est la transition et qui prend parfois plusieurs années. Mais oui, c'est sûr. Et puis plus ça va, et plus je trouve que c'est surtout qu'on essaye de séparer la vie pro et la vie perso, alors qu'en fait, on est un peu la même personne des deux côtés. Donc finalement, moi, j'ai fait rentrer les deux dans la même case, on peut dire, et les deux se sont retrouvés pour faire ce que je suis. Je suis toujours la même personne, que je travaille ou que je sois chez moi, en fait. Alors, depuis combien de temps tu fais ce métier de coach en vie amoureuse et qu'est-ce qui t'a marqué le plus au début entre les hommes que tu accompagnes dans ce cheminement et les femmes? Alors, donc je fais ce métier depuis un peu plus de 4 ans maintenant, à plein temps. Bon, effectivement, ça a été un cheminement. Au début, j'avais chevauché avec mon métier juste précédent, qui était d'être consultante en accompagnement du changement et relations humaines en entreprise. Donc j'ai quand même un bon passé en entreprise. Disons que c'est du coaching de vie amoureuse, mais ça reste quand même une démarche assez pragmatique, dans le sens où on va se mettre en action et on attend un résultat. Donc c'est ça qui est un petit peu surprenant, effectivement, et on ne voit pas forcément le lien. Mais moi, le lien, c'est moi, finalement. Je suis toujours la même personne, quel que soit le travail que je fais. Alors, ce qui m'a frappée, déjà, moi, j'aime bien avoir des hommes et des femmes, parce que ça me permet de voir les deux côtés du mur. Et ça, c'est très utile pour pouvoir parler à l'un des autres et à l'une de l'autre. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, on en discutait avant. Moi, je trouve que fondamentalement, on est avant tout des êtres humains, on est des personnes. Et c'est un peu plus compliqué que juste on est des hommes et des femmes. Et souvent, on nous oppose dans la vie amoureuse. Et je trouve qu'on n'est pas si différents que ça, si ce n'est que, effectivement, on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas forcément on nous a pas transmis les mêmes croyances, et ça se retrouve dans plein de choses, en fait, dans la vie amoureuse. On peut pas faire abstraction des différences parce que dans la façon dont on communique, la façon dont on interprète les choses, dans les attendus, dans le positionnement, dans la séduction, ou même dans le couple. Il y a encore en fait, effectivement, il y a des choses à voir. Donc, moi, j'aimerais bien qu'un jour, ça soit un peu plus équilibré et qu'on puisse tout faire, mais sauf qu'on est obligé aussi de faire avec le vieux logiciel qui existe, et c'est bien de le connaître. Alors, pour parler justement de ce vieux logiciel, tu dis, de ton observation, que les hommes ont appris à finalement être aimés pour ce qu'ils étaient. Oui. Alors qu'en tant que femme... En tant que femme, moi je trouve qu'il y a une grande différence dans la croyance de base. Effectivement, les hommes, pour moi, ont tendance à croire qu'on va les aimer comme ils sont. Donc finalement, ils sont assez authentiques, on va dire, voire très authentiques. Alors que les femmes, elles ressentent toujours le besoin de rajouter des choses, ou surtout, on a l'impression qu'elles ont la croyance qu'elles vont pas pouvoir trouver mieux. Donc, ce qui donne en général, mais elles vont rester avec quelqu'un en se disant, oui, mais je vais pouvoir le changer. Bon, en amour, c'est mort d'avance de faire ça. Qui a envie d'être changé, justement? Ce qui est bien dans l'amour, c'est justement d'être aimé pour soi-même et de se sentir libre d'être pleinement soi-même. En tout cas, dans une relation épanouissante. Bon, c'est pas toujours le cas. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on met dans l'amour? Alors, je vais rebondir quand même effectivement sur quelque chose. Quand tu dis effectivement les hommes pour ce qu'ils sont et les femmes pour ce qu'elles pensent être attendues d'elles, oui. Qu'est-ce que ça change notamment sur la façon dont les hommes et les femmes se présentent sur les sites de rencontres? Oui, alors par exemple, là c'est vraiment un exemple très concret. Comment on va se positionner dans la rencontre? Donc il y a un endroit où on peut très facilement observer ça, c'est effectivement les sites de rencontres. Et moi, ce qui m'avait beaucoup étonnée au début, quand j'ai découvert ce monde parallèle, c'est des choses, je me dis, c'est quand même, il y a des choses pas très logiques. A priori, on se dit, on va sur un site de rencontre, l'idée c'est de se montrer le plus proche de qui on est,
Comme ça, on a la meilleure chance de trouver quelqu'un en face, comme on ferait dans la vraie vie, en fait. Vous venez avec mon propre visage, etc. Eh bien non, c'est pas du tout ce qu'on constate sur le terrain. C'est plutôt un festival de photos improbables, où on voit pas vraiment les gens, voire même une collection de photos qui sont pas forcément pertinentes. Donc vous avez des chiens, des chats, des paysages, la Tour Eiffel, enfin plein de choses qui n'ont pas grand-chose à voir en fait avec la recherche amoureuse. Et c'est vrai que là on voit il y a des différences de comportement entre les hommes et les femmes, sachant que quand on est une femme et qu'on va s'inscrire sur un site de rencontre, la première impression qu'on a, c'est d'être un peu submergé, parce que on a très conscience d'être regardé. Et donc ça veut dire que en général les femmes vont faire un peu plus attention à avoir des bonnes photos, mais elles vont essayer de se cacher un petit peu parce qu'elles se disent sinon je vais attirer tout et n'importe quoi. Donc quelquefois on va avoir des petites erreurs de ce point de vue, mais leur vraie crainte c'est ça, c'est d'être un peu submergé. Du côté des hommes, ils vont y aller un petit peu plus sans se poser de questions. Pratique, pragmatique. Je ne rencontre personne dans ma vraie vie. Je vais aller sur un site de rencontre, c'est simple, ça prend 5 minutes. Ah oui, il me faut une photo. Mais le problème, c'est que je ne me prends pas souvent en photo. Donc, je vais prendre les 3 photos que j'ai dans mon téléphone. C'est pas forcément les meilleures. Ou sinon, je vais prendre des selfies voiture, ascenseur. Ou des vieilles photos. Bon, alors ça, la vieille photo, c'est déjà un petit peu plus prémédité quand même. Ça peut, en tout cas. Voilà. Et donc, la question que je me pose, c'est toujours, mais quelle était... déjà, il faut savoir que dans une photo ou dans un texte, il y a une intention. Et on ne se pose pas toujours la question de quelle intention on met dedans, et donc, qu'est-ce qui sera vu par les autres personnes. Donc, si je devais traduire ça d'une manière un peu rigolote, c'est quand tu t'inscris, Michel, on te voit. Donc fais attention. On parlait des textes aussi. Oui, les textes. Alors, du côté des femmes, on va être très attentive aux textes parce qu'en fait, pour se rassurer, le premier besoin d'une femme étant son besoin de sécurité. Ça, du côté des hommes, on n'en a pas forcément très conscience parce que un homme, on lui a pas appris à faire attention à sa sécurité. Alors une femme, on a tout appris qu'on devait faire attention, de ne pas parler aux inconnus. Et qu'est-ce qu'on fait sur un site de rencontre déjà ? Ah oui, c'est ça. On parle à des inconnus. Donc évidemment, il y a ce besoin de sécurité qui se fait ressentir en premier. Du coup, messieurs, vous savez quoi, les femmes, elles vous regardent. Et elles scannent tous les détails, en fait. Et même dans la vraie vie, même on vous dans regarde. La vraie vie, sauf on est plus discret, c'est ce qu'on se disait. Voilà, en fait, les femmes regardent tout autant que les hommes. Donc, les fesses, les mains, voilà. Les yeux, la façon de déambuler. Moi, je regarde beaucoup la façon de déambuler. Et vraiment tous les détails, votre coiffure, votre sourire, votre façon de marcher, la façon dont vous parlez aux autres personnes, enfin plein de choses en fait. Les mains aussi, est-ce qu'il y a des belles mains, voilà, tous les détails. Que moi que je considère comme belles. Mais non, mais beaucoup de détails physiques. Et oui, un homme, ça peut être beau et ça peut être sexy. Alors souvent, ils n'ont pas conscience, ils ne valorisent pas forcément là-dessus. Et c'est là où on en vient à nos stéréotypes de genre, c'est-à-dire qu'un homme va plus facilement se valoriser d'être grand, fort et rassurant que d'être sexy. C'est vrai. Et tu vois, ça me fait penser à une dernière expérience. J'ai été dans un magasin de lingerie il y a pas longtemps, je peux pas citer la marque. Oui. Et il s'avère qu'ils vendent aussi des boxeurs et donc de la lingerie masculine. Oui. Et donc une star égérie, que je ne citerai pas sinon vous aurez la marque, était présente sur le packaging. Et j'ai eu une joie. Mais tu vois, incommensurable à me dire mais pour une fois que je vois un corps d'homme. Mais oui, c'est très rare qu'on voit des corps d'homme en fait. dans l'espace public, tu vois. Exactement. Il est effectivement un peu moins objectifié. Donc ça donne concrètement, dans nos vies tous les jours, les femmes ont très conscience d'être regardées, voire trop, donc elles se protègent. Et les hommes n'ont pas du tout conscience d'être regardés, donc quelquefois, ils font pas très attention au packaging, quoi. Donc c'est ça. C'est ça le problème. Et donc ça se retrouve évidemment dans les sites de rencontres. Donc ça donne des choses très amusantes. Et c'est pour ça que moi, je passe ma journée à dire aux gens, mais essayez d'aller voir au-delà du profil, parce que c'est là que vous avez des pépites, vous avez des gens. Des vrais gens, en fait. C'est ce que tu dis aux femmes, du coup, plus. C'est ce que je dis aux femmes, mais bon, ça peut m'arriver de dire aux hommes, mais les hommes vont regarder aussi, mais on va constater qu'ils vont être un peu, dans leur tri, ils vont être un petit peu moins difficiles. Bon, alors j'aime pas trop schématiser, mais aujourd'hui, évidemment, on est en train de parler des hommes et des femmes, donc il n'y a pas trop le choix. Donc, effectivement, même dans le choix du site de rencontre, vous avez des sites qui sont plus ou moins sélectifs. Donc les femmes elles vont souvent commencer par les sites sélectifs en se disant comme ça va m'aider à faire le tri.
Et je me sentirais plus en sécurité. Et je me sentirais plus en sécurité parce qu'il faut payer pour aller sur le site, etc. Il faut mettre tout 14 pages de critères, etc. Donc je vais avoir plein de détails, je vais pouvoir savoir à qui j'ai affaire avant de parler. Bon, le résultat, c'est que dans ces sites-là, vous avez plus de femmes que d'hommes. Puisque vous connaissez beaucoup, voilà, je suis un homme, je me dis bon, ok, alors je suis très exigeant, donc je vais aller sur un site exigeant, ok. Ah oui, mais ça fait un peu cher quand même pour pouvoir avoir le droit de parler avec des femmes. C'est pas très satisfaisant du point de vue d'un homme. Et puis en plus, oui, les 14 pages de critères, bon, ça me saoule. Finalement, je vais me faire bien confiance, puis je vais aller sur un site beaucoup plus simple où je peux mettre juste ma photo et puis 3 lignes de texte, ça va être plus rapide. Donc effectivement, il y a de toute façon plus de femmes qui vont être submergées potentiellement sur certains sites par des hommes que l'inverse. Voilà. Alors ça vient aussi du fameux premier pas, donc là en l'occurrence, premier message. Ça. On va dire que sur les sites de rencontres, là il y a une petite inégalité dans l'autre sens pour le coup, c'est-à-dire que les femmes sont un petit peu submergées de demandes et les hommes se rendent compte assez vite, même un homme séduisant, même à la limite bien présenté, il aura quand même moins de succès qu'une femme. Donc... ils se rendent compte qu'il va falloir envoyer beaucoup de messages pour avoir des réponses. Donc c'est un peu comme une boîte de nuit, si vous voulez. C'est-à-dire que pour les femmes c'est gratuit, et pour les hommes, faut faire un gros effort. Donc, Alors pour avoir en plus été accompagnée par Hélène à un moment donné dans ma vie, il y a quelques années, n'est-ce pas ? Je me souviens d'un moment de bascule où vraiment mes yeux s'étaient écarquillés comme ça, je pense, quand elle m'a dit « Oui, mais là, la personne que tu es en train de me décrire, Caroline, vu son comportement, ce n'est pas le bon candidat pour toi. » Et là, j'avais fait des gros yeux, non pas sur le contenu de sa réponse, mais le fait qu'Hélène était en train de me dire que ce n'est pas moi qui ai été candidate, en tous les cas, pas que, et que c'était aussi à moi de considérer que l'autre, est-ce qu'il était candidat par rapport à mes requêtes, à mes besoins, à mes aspirations, et que je n'étais pas la seule à devoir me mettre dans cette posture de candidate, comme tu disais. Il faut qu'on te choisisse. Il faut qu'on me choisisse. Oui, bien sûr. Et par peur, cette peur que tu as dit tout à l'heure aussi, le fait on a toujours peur de sinon pas trouver mieux. Mais oui, c'est ça. Et surtout, en général, quand on a peur de pas trouver mieux, c'est parce qu'on est attiré par la personne, donc elle nous plaît. Ça, c'est parce que on nous apprend très peu de choses sur l'amour, ou en tout cas, on en parle beaucoup, mais on nous apprend pas les bonnes choses. Ah bah si, Hélène, on nous dit que c'est évident, on nous dit que c'est naturel, ça viendra avec l'expérience. C'est ça qu'on nous dit. C'est super apprentissage. Voilà, donc complètement faux. Donc c'est évident, c'est magique, il y a rien à faire. Puis si ça marche pas, c'est magique. Débrouille-toi. Je l'avais oublié celui-là. Exactement. C'est magique. Voilà, et puis ça viendra quand ça viendra, et il y a rien à faire. Bon, tout ça c'est faux. En fait, vous pouvez apprendre plein de choses. Bien évidemment vous pouvez apprendre des compétences amoureuses, et ça vous servira. Vous savez quoi ? Ça ne sert pas que pour rencontrer l'amour, ça sert aussi pour son couple. Donc c'est pas du temps perdu. Donc ça c'est mon cheval de bataille de tous les jours. Évidemment, il y a plein de choses à apprendre. Mais aussi, il y a une chose qu'on nous apprend et qu'on nous rabâche et qu'on nous rabâche sous toutes les formes. Ça vient du conte de fées, mais pensez film de Noël, littérature à l'eau de rose, comédie romantique, etc. C'est donc effectivement, c'est évident. Et donc, on doit avoir une émotion intense, immédiate. Voire passionnelle. Voilà, se dire, c'est lui, c'est elle, et on n'a pas besoin de réfléchir. Et quand on a un sentiment fort, il faut y aller. Même si on se rend compte que la personne, elle n'est pas du tout faite pour nous, voire qu'elle pourrait nous faire du mal. D'où la fameuse expression, potentiellement, l'amour rend aveugle. Mais on ne devrait pas dire l'amour. On devrait dire cette émotion intense du début voilà. Et dont on nous a quand même submergé. C'est Mona Chollet qui en parle très très bien dans Réinventer la bourre. Il y a un chapitre merveilleux pour te démontrer avec que des faits pointés, vraiment très bon travail de documentaire là-dessus, où elle nous démontre que nous avons baigné dans cette culture de l'amour-passion, l'amour qui fait du mal au ventre, mais pas des papillons, des trucs où tu dois quelque part ressentir le manque de la personne. Oui, en fait, c'est effectivement la façon dont on nous présente l'amour, en tout cas la première fois qu'il survient. Ça doit être simple, ça doit être pratique, on sait tout de suite. Et puis, effectivement, ça doit être très intense. Donc, on survend l'intensité du coup de foudre ou ce que vous voulez. Or, ce n'est pas ni
la façon la plus fréquente de tomber amoureux, ni la façon d'être sûr d'avoir quelqu'un avec qui on est vraiment compatible. Parce que il n'y a pas que les émotions. Il y a des choses, évidemment, vous devez venir avec votre tête, votre cœur et votre corps. Hein. Les trois doivent être, dans l'idéal, les trois doivent être d'accord pour être sûr d'avoir la bonne personne. Et finalement, on dit l'amour, alors c'est peut-être dans la langue française aussi, on a ce mot qu'on met un petit peu à toutes les sauces. Dans l'amour, on n'en a qu'un. Voilà, pour dire j'aime mes fraises. Non, puis en plus, on n'a qu'un mot pour dire j'aime mes fraises, j'aime mon fils, oui, l'amour de ses enfants, et j'aime mon homme, quoi. Enfin, absolument. Compliqué quand même. Voilà. Et donc, dans l'amour romantique, on va dire, ça peut effectivement aller de l'amour-passion, qui peut faire peut-être plus de mal que de bien, jusqu'à un amour un peu plus profond, mais peut-être un peu moins spectaculaire, qui, lui, a une vraie chance de nous permettre de nous épanouir à deux. Oui, alors on en parlera juste après, mais en plus, à l'extrême, ton propos me fait penser aussi que sinon, on nous a vendu l'amour platonique. Donc là où, il y a plus le corps, en fait. Bah oui. Donc là aussi, on peut se poser la question, forcément, il manque quand même quelque chose. Nous ne sommes pas des purs êtres spirituels. Peut-être ou pas, parce que peut-être parfois, des fois, ça nous va très bien une relation platonique. Oui. Mais c'est vrai que pour essayer, si on devait donner une définition à justement un amour finalement plus juste, plus harmonieux, plus équilibré, tu la formulerais comment ? Disons que moi je trouve que effectivement l'amour comme on nous le présente, et aussi la façon dont on doit, en fait on nous dit si vous avez une émotion forte, allez-y, ça décide pour vous, faut y aller. Ça pour moi c'est plus de l'ordre du désir. Donc le désir ça peut venir très vite, mais l'amour ça prend du temps. Pourquoi ? Parce que alors c'est le mythe de l'âme sœur ou de One ou de l'aiguille dans la botte de foin, que vous avez une personne qui est unique. Bon, en vrai, avant la rencontre, personne n'est unique. Ce qui rend la personne unique, c'est ce que vous avez construit, d'avoir investi ensemble, d'avoir passé du temps à vous connaître l'un l'autre et d'avoir pris compte de toute l'unicité de la personne. Donc elle devient unique par la construction de la relation. Elle ne devient pas unique juste parce qu'elle existe, qu'elle est là et que vous allez tomber dessus au coin de la rue. Moi, je trouve qu'on ne peut pas vraiment aimer une personne sans la connaître. Donc ceux qui vous disent je savais tout de suite que c'était l'homme de ma vie, la femme de ma vie, en vrai ils ont réécrit l'histoire. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi souvent je pose des questions sur comment ça s'est passé au début. Déjà la plupart du temps il y en a un qui s'est dit ça, j'ai su tout de suite, et l'autre qui était pas du tout convaincu. Ça c'est souvent comme ça. Et surtout c'est réécrit à la lumière de ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que c'est parce que ça a marché qu'ils se rappellent que la première fois, en vrai ce qui s'est passé c'est ils se sont dit là il se passe un truc. Donc leur attention est restée focus sur quelqu'un et donc c'est ce qui a permis qu'il se passe quelque chose après. Mais on parle pas de toutes les fois où il s'est passé un truc et que ça n'a rien donné derrière, parce qu'en fait on oublie. Donc voilà. Alors dans les gens que tu accompagnes, est-ce que tu peux nous dire quels changements les plus pour toi marquants tu as pu vivre par l'entremise de ces personnes? Tu les as accompagnées et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je disais tout à l'heure que un des déclics que j'avais eu avec toi, c'est ce fameux truc. Ah oui, en fait, moi aussi, je choisis un candidat. Ce n'est pas seulement lui. Oui, et je n'ai pas à me mettre dans la posture d'être choisi. Allô, tu as aussi la main sur le processus. Mais oui, bien sûr. Est-ce que tu as remarqué que parfois, il y a d'autres déclics qui se sont faits chez les autres à travers une façon que tu as de les guider? Oui, tu vois, par exemple, dans le cas que tu décris, pour toi, c'est typiquement le fait qu'on se fait des croyances aussi sur à quoi ressemble ou comment devrait être la personne qui est pour moi, et ça vient des histoires précédentes qu'on a eues, de notre histoire, de notre attirance, et on pense que l'attirance ça s'explique pas. En fait, si ça s'explique, pour moi, c'est surtout qu'on se pose pas souvent la question, qu'il y a une petite partie qui est personnelle, qui te est propre, effectivement, suivant les hommes que tu as pu croiser dans ta vie, y compris dans ta famille, en fait. Mais il y a surtout, en fait, ce qui fait la différence entre pourquoi tu regardes cette personne-là plutôt qu'une autre personne, c'est la qualité de l'interaction, c'est-à-dire ce jeu du flirt qui s'instaure au début et qui te fait remarquer la personne déjà. Donc en fait, la première chose à faire, c'est se faire remarquer. Mais c'est pas pour autant que cette personne qui se fait remarquer est la bonne pour toi. Et donc quand on a un type en tête, ça nous fait surtout passer à côté d'autres personnes qui pourraient être différentes et qui pourraient en fait mieux nous correspondre. Donc à partir du moment où tu sais que lui aussi il est candidat, mais que de toute évidence
il y a des critères. Moi, on me parle souvent de la liste des critères. Moi, je dis il y a des critères qui marchent pour tout le monde. J'en ai fait une petite liste et c'est quasiment imparable. Donc, effectivement, déjà, si vous avez une personne qui n'a pas la même intention que vous, qui n'est pas vraiment intéressée par vous, et ça se sent en fait, il y a plein de signes qui peuvent vous permettre de vous en rendre compte, qui n'est pas vraiment motivé pour investir, ou qui a vraiment une mauvaise énergie et donc qui va vous apporter plus d'ennui qu'autre chose, et où elle n'est pas vraiment disponible, ben là, vous savez que si vous êtes avec une autre intention, que vous êtes disponible, etc., c'est vous qui allez vous faire mal. Donc même si elle vous attire, et c'est ça qui est dur, même si elle vous attire, il faut vous dire non, j'ai le choix, donc je ne la laisse pas rentrer dans ma vie et je laisse la place pour une personne qui va vraiment être pour moi en fait. Et c'est à partir du moment où je trouve que les gens perdent beaucoup de temps. Les gens essayent toujours de gagner du temps pour trouver l'amour. Je dis oui, mais ce qui vous fait perdre du temps, c'est de passer du temps avec les mauvaises personnes et de pas passer assez de temps sur les bonnes personnes parce que vous n'avez pas eu peut-être d'attirance immédiate, etc. Mais c'est normal de ne pas avoir d'attirance immédiate si vous commencez à vous intéresser à quelqu'un dont vous n'avez pas l'habitude de vous intéresser, vous n'avez pas l'habitude de vous intéresser à ce type de personne. Donc forcément, votre cerveau vous dit mais c'est pas comme d'habitude, je ne reconnais pas, donc ça doit pas être de l'amour en fait. Alors passons sur le premier point qui sont un peu le côté ce qui nous vole du temps et des énergies. Oui. Quels sont les signes où en gros là toi tu dis non mais c'est pas le bon candidat, donc essaye de passer à autre chose, que ce soit un homme ou une femme, on lâche cette personne malgré le désir que tu as. C'est quoi les signaux imparables? Déjà très concret. Voilà, le signe immédiat, c'est que l'homme ou la femme de votre vie ne peut pas être l'homme ou la femme de votre vie s'il ne veut pas rentrer dans votre vie. Donc très clairement, s'il vous dit qu'il n'a pas le temps, qu'il n'a pas envie, qu'il vous montre des signes qu'il n'est pas vraiment intéressé par vous, faut le laisser partir. Faut pas essayer de le convaincre. Vous ne voulez pas convaincre en amour, donc c'est sûr. C'est ça, on veut pas convaincre. Et l'excuse oui, mais à moi il me plaît. Oui, mais il a le droit de pas être d'accord avec vous en fait. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. On peut pas plaire à tout le monde. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas aimable. Ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour vous. Et pas à ce moment-là, en tous les cas, de sa vie et de votre vie. C'est une bonne personne en soi, mais peut-être pas pour vous, en fait. Donc, c'est ça. Donc, si on te superpose, par exemple, pour donner des exemples très concrets, si on te superpose à un agenda, c'est pas bon, tu vois, si on te dit rejoins-moi, je suis aussi là, je suis avec des potes et que ça c'est à peu près une fois par semaine et qu'il y a peu de temps, voilà. Il n'y a pas de règle absolue. On peut avoir quelqu'un qui a pas beaucoup de temps et qui au début fait de la superposition, mais ce qui va être important, c'est quelle énergie il met là-dedans. Si il vous le traite par-dessus la jambe, il vous le dit au dernier moment et que vous voyez très clairement que vous n'êtes pas sa priorité, là oui, vous n'allez pas perdre trop de temps. Si vous voyez qu'il essaye et que petit à petit il va faire de la place, ça se joue. C'est pas toujours noir ou blanc. Alors ça aussi, c'est qu'on essaye avec effectivement ce que je vois, et c'est vrai que c'est pour ça que je parlais du coaching en séduction, etc. Il y a quand même pas mal de règles qui circulent, et puis on pense au dating à l'américaine. Donc le premier rendez-vous, je fais ça, le deuxième, le troisième, etc. Moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il y a des règles précises, etc. L'important, c'est pas de se dire il y a telle règle, c'est essayer de comprendre. Il y en a qui peuvent être pertinentes, mais il faut comprendre le principe qu'il y a derrière. Le principe, c'est que peu importe que vous attendiez un rendez-vous, 2 rendez-vous, 10 rendez-vous, si la personne elle n'est pas vraiment intéressée par vous, ça va pas changer comme ça. Donc autant vous arrêter tout de suite. Donc c'est vraiment c'est le principe qui est important. Oui, c'est pas tant le fait que l'intention qui est mise derrière de la personne. Exactement. Chaque personne est un cas particulier, donc il y a pas les règles ne s'appliquent pas strictement. Mais vous avez toujours des signes. En vrai, quand on se pose vraiment la question, les signes on les voit. C'est juste qu'on a quelquefois pas envie de les voir. Et quand on n'est pas sûr de la réponse, je dis vous n'avez qu'à poser une question claire et puis vous aurez une réponse claire, parce que la plupart des gens vont quand même dire la vérité. Alors c'est quoi une question claire à une personne avec laquelle t'es attiré, mais tu sens qu'est-ce qu'on demande, comment on formule? Oui, je peux te donner un exemple précis. Par exemple, j'avais une de mes clientes qui me dit là j'ai rencontré un homme plutôt sympa, chouette, on a passé une bonne soirée chez des amis. Mais je sais pas, je vois que il a pas l'air trop pressé. On se envoie des messages, mais il a pas l'air trop pressé qu'on se voit. Je dis ok. Donc est-ce que t'as été assez clair dans ton intention? Donc elle a dit oui, mais j'ose pas trop non plus montrer qu'il me plaît.
Ah donc, oui, le fameux, il faut laisser un peu lanterner. Voilà, c'est on ça. ne dit pas tout de suite. Voilà. Oui, alors là, pour le coup, moi, je vais aller à l'encontre de ça. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de dire, bon, alors, plus la personne me plaît, plus je vais essayer de pas lui montrer. Puis, parce que faudrait pas qu'ils s'en rendent compte. Hein, ça, voilà. C'est homme ou c'est femme ? Alors, ou c'est les deux ? Ça peut être un peu les deux. C'est les personnes, quoi. Voilà, c'est toujours difficile, en fait, de faire face au râteau. En fait, c'est que ce soit rejet, pour un homme ou une finalement. femme. Hein, voilà, c'est toujours un peu difficile. Et puis, c'est vrai qu'on a l'impression que sinon, on serait un peu trop acquise, etc. Moi, je trouve que c'est là où il y a des incompréhensions. Le vrai jeu du flirt, qui permet d'ouvrir les portes et de vraiment se découvrir, c'est de dire « tu me plais, je te plais », mais ça ne va pas suffire pour que je te valide, en fait. Donc, on va tourner autour du pot. Donc, n'hésitez jamais à montrer à quelqu'un qui vous plaît. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ma cliente. On lui a envoyé un message clair. Et puis là, on a vu qu'il tournait. Alors, c'était quoi le message clair ? Alors, bon, ça dépend du contexte. Oui. Mais on était parti de quelque chose dont ils avaient discuté. Puis elle montrait, en fait, qu'elle avait envie de le voir et qu'il lui plaisait. Donc, elle lui a fait un compliment. Voilà. Et donc, on voyait, le plus important, c'est pas ce qu'elle lui dit, c'est comment il répond. Donc là, il peut pas faire semblant de pas avoir lu. Donc, quand on voyait qu'il le voyait un petit peu, on a dit, ok, on va lui renvoyer un autre message en étant encore un peu plus clair. Et là, parce que c'est une bonne personne quand même, il a commencé à lui dire, et il s'est dit, là, je peux pas faire semblant de pas avoir vu, donc faut que je lui réponde. Et il lui a dit, oui, tu sais, là, en fait, je vois encore quelqu'un, je suis pas vraiment sûre, etc. Je lui ai dit, bon, donc tu as la réponse. Et là, elle me dit, oui, c'est dur. Mais il n'est pas rare. Alors là, c'est parce qu'elle était coachée par moi. Elle a dit oui, mais non, il n'est pas rare parce que les célibataires, c'est pas rare déjà. Rappelez-vous de ça. Oui. Donc vous avez le choix. Donc si là, il vient de lui montrer clairement qu'il n'a pas suffisamment intéressé, il n'est pas complètement disponible. Il n'est pas complètement disponible. Donc on a déjà un critère qui normalement est éliminatoire pour moi. La question c'est qu'est-ce qu'elle en fait elle. Donc là, elle peut vraiment décider une fois qu'elle a une réponse claire. Donc, est-ce qu'elle continue ou est-ce qu'elle a essayé de le convaincre ou est-ce qu'elle passe à autre chose ? Et donc là, pour ça, il faut avoir le choix et se dire, ok, donc ça ne me montre qu'une chose, c'est que cette personne n'est pas pour moi. Donc je vais juste laisser passer, mais au moins j'ai la réponse. Parce que tu as été clair sur ton intention. Exactement, tu as été clair sur l'intention et ça ne remet pas en cause le fait que quelqu'un va s'intéresser à toi. C'est juste pas cette personne-là. C'est ça qu'il faut gérer. Voilà, en fait. Parce qu'en fait, on n'est pas clair avec son intention parce qu'on a trop peur du râteau et on a peur derrière je trouverai jamais personne à ce moment-là. Quoi. Voilà, pour une fois, le fameux. Pour une fois, qu'il y a quelqu'un qui me plaît. Voilà, c'est ça. Alors, comment tu fais la bascule pour ces personnes-là qui te disent non, mais ça, je peux pas lui dire clairement, c'est pas possible, Hélène, c'est pas possible. Comment t'arrives à leur faire dire non, mais si, en fait, il va falloir le faire. Comment ils basculent ? C'est ce que je te disais tout à l'heure, l'homme de ta vie, ça peut pas être quelqu'un qui veut pas rentrer dans ta vie. Donc, à quoi ça te sert de savoir que Bradley Cooper te plaît et qu'il existe s'il veut pas rentrer dans ta vie ? Il ne te sert à rien. Super, ça fait une belle photo sur le mur, mais il va pas jamais faire avancer ta vie amoureuse s'il veut pas y aller. Et il a le droit. Bon, alors, l'autre question, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de Bradley Cooper ou peut-être que tu peux trouver un homme qui est totalement charmant mais qui s'ignore et qui est peut-être un peu plus près de toi et qui va peut-être avoir les bonnes valeurs et qui va vraiment avoir envie d'investir avec toi et que tu vas trouver unique et puis ça sera ton Bradley Cooper à toi une fois que tu auras enfin réussi à le voir. Tu vois, c'est ça aussi, c'était l'idée d'aller voir, de pouvoir voir d'autres personnes. Alors tu me parlais tout à l'heure aussi d'autres transformations, donc je pourrais te parler aussi du côté des hommes. Je pense notamment à un client qui, alors lui, il avait fait, on va dire, un parcours classique. Il s'était marié avec une personne qu'il avait rencontrée pendant ses études, donc marié, 2 enfants. Et puis un jour, elle lui a dit qu'elle était plus amoureuse de lui et elle l'a quitté. Et quand il est venu me voir, en fait, il avait peur. Enfin, il se disait, mais comment je vais faire ? Parce que je n'ai pas du tout confiance dans le fait que je peux plaire à des femmes, en fait. J'en ai trouvé une. Je ne vois pas du tout de potentiel de séduction. Donc, souvent, ça va être du côté homme, ça va être plutôt ça. C'est-à-dire, comment je fais ? J'ai pas de compétences, je sais pas comment faire. Donc, on va être plus. Là aussi, on retrouve un petit peu la façon de penser masculin-féminin. On se dit, il cherche le mode d'emploi. Il se dit, je comprends rien, puis je suis pas sûre. Là, il avait conscience. Il se disait, je sais pas si j'ai du potentiel de séduction. Bon, moi, quand je vois un homme comme ça,
je sais qu'il a un super job. Je vois, il me raconte un peu sa vie. Je vois qu'il voyage dans le monde, que c'est lui qui est toujours partant pour organiser plein de choses et tout. Je dis bon, quand même, il y en a sous le pied. Il y a de l'action, il est impliqué dans sa vie en tous les cas. Bon, puis physiquement, effectivement, il est pas à son top parce que il vient de se manger un divorce, donc il a pris quelques kilos, etc. Mais enfin, voilà, il a décidé de se remettre au sport, donc dans 2 mois, c'est réglé. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et je me dis, il est suffisamment intéressant et suffisamment charmant, sans et riche de ses expériences, exactement, sans être peut-être là maintenant, on voit pas le plus beau de la salle, mais il est suffisamment charmant pour plaire à plein de femmes en fait. Donc c'est là-dessus que je vais l'orienter. Lui donner l'envie d'essayer des choses, de reprendre confiance en lui, puis de se rendre compte que en fait il a du potentiel. Donc moi ça c'est le genre de choses qui me réjouit parce que petit à petit, là au bout de quelques semaines, je revois plus quand il rentre chez moi, je vois plus la même personne et je me dis il a pas la même allure. Voilà, au début il est un petit peu gris, un petit peu invisible et ça vient vraiment de l'intérieur en fait. C'est ça qu'il faut vous dire. Le potentiel, souvent vous l'avez. C'est juste que c'est pas allumé à l'intérieur, en fait. Et donc, c'est ça que moi, je vais aller chercher. C'est-à-dire, il y a pratiquement rien à changer, si ce n'est la façon dont vous voyez. Et donc, c'est ça qui va vraiment aider. Et à chaque fois, je me dis, ah bah oui, effectivement, comme dirait mon fils, il a glow up. Et donc, on le voit. Et donc, comme on le voit, et tout d'un coup, je dis, mais je ne comprends pas. Je fais plein de choses dans ma vie, puis j'avais jamais eu autant de femmes autour de moi. Donc, je sais même pas maintenant si je suis prêt à m'investir sur une. J'ai dit, bon, la base reste là, les valeurs restent là. Donc, à un moment donné, tu vas retomber là-dessus, mais tu as peut-être besoin de prendre conscience aussi que tu peux attirer. Donc voilà. Alors ce que j'aime bien aussi dans ta façon d'accompagner, parce qu'en plus tu parlais de cinéma là, c'est effectivement une grande analogie que tu fais dans la façon de te présenter. Tu parles notamment des scénarios. Alors hommes-femmes d'ailleurs, ce sont à peu près les mêmes. Oui, alors je les mélange un petit peu. Il y en a certains qui peuvent être en commun, puis il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus spécifiques. Mais oui, alors j'aime bien cette idée d'abord parce que j'adore le cinéma, et puis que tout le monde comprend en fait l'analogie, parce que quand on me demande concrètement ça ressemble à quoi un coaching de vie amoureuse, je dis mais déjà on va travailler sur tout ce qui dépend de vous. On n'a déjà pas confiance. Et ça, justement, on nous apprend que l'amour c'est magique, on n'y peut rien et que c'est la chance, le destin ou le hasard. On n'a pas conscience que ça dépend surtout de nous. Donc l'analogie du scénario, c'est je dis mais vous savez, votre vie amoureuse c'est un peu comme un projet de film. Donc bien sûr, vous voulez pas faire un thriller qui fait peur, un film catastrophe, ou bien même les aventures d'une célibataire malchanceuse, même si c'est rigolo. Enfin, surtout pour celui qui regarde, pas pour celui qui le vit, en fait. Donc vous voulez la belle comédie avec une happy end. Et puis ça me permet de jouer justement sur cette imagerie de l'amour. Donc dans ce projet de film, vous êtes scénariste, mais aussi réalisateur ou réalisatrice, directeur ou directrice de casting, et bien sûr acteur ou actrice principale. Donc ça et fait vous êtes les quatre. Ben vous n'êtes pas juste actrice avec un pantin peut-être qui vous dirige. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que vous pouvez, ça dépend surtout de vous. Vous pouvez faire plein de choses. Et bien sûr, si votre scénario, c'est comment vous racontez votre propre histoire et les croyances que vous mettez en avant. Donc, et vos croyances, comme vous y croyez, ça a une influence sur vos comportements. Donc forcément, ça donne le résultat de ce que vous croyez. Donc si vous croyez que vous n'avez pas de chance, si vous croyez que vous ne savez pas y faire, si vous croyez que vous tombez toujours sur les mauvais, ou c'est trop tôt, que vous n'êtes pas prête, vous allez avoir le résultat qui correspond à ce scénario. Et en plus, si votre scénario il est un peu nul, il n'est pas très bankable, votre casting, vous imaginez comme vous allez avoir beaucoup de candidats. Donc c'est voir tout. S'il n'y a pas de directeur ou de directrice de casting, c'est ça, exactement. On n'a même pas imaginé. Ou si vous avez écrit le film exprès pour Bradley Cooper et que lui il vous dit oui mais moi je suis libre qu'une fois par mois, je sais pas trop si j'ai envie de faire ton film. Bon de toute évidence c'est pas la meilleure personne pour faire le film. Donc il va falloir ouvrir un peu plus le casting. Voilà, c'est tout simplement. Donc c'est vrai que quand je le dis comme ça, on comprend tout de suite ce que je veux dire en fait. L'analogie permet de se rendre compte de parfois les contradictions, parce qu'on est on n'est pas des êtres rationnels, donc surtout en amour, des contradictions et des absurdités qui se traduisent dans notre comportement amoureux, en fait. Qu'est-ce qu'ils te disent les hommes et les femmes une fois qu'ils ont eu tes séances ?
C'est quoi le retour que tu peux avoir là, comme moi je viens de le faire, par exemple, le déclic du mot candidat? Oui, alors ça dépend. Alors des fois, c'est pas toujours facile pour eux-mêmes de voir où c'est. Moi, quelquefois, je la vois à la bascule. C'est pas toujours facile de voir pour soi-même. Néanmoins, ce qu'ils vont voir, c'est qu'ils font plus jamais comme avant, en fait. Donc c'est surtout ça qui va changer. Après, la suite de l'histoire dépend, chacun son rythme, ça peut prendre plus ou moins de temps, etc. Pour moi, le plus important, c'est qu'ils avancent et qu'ils fassent plus jamais comme avant. Donc c'est vrai que quand on fait un déclic, c'est vrai que ça marche par déclic. Une fois qu'on a fait le déclic, on peut pas revenir en arrière. Tu es bien d'accord. Une fois que tes yeux sont ouverts, tu vas pas les refermer. Et surtout, tu vas te rendre compte que ça marche mieux. Donc c'est vraiment ça que je cherche. C'est le déclic. C'est pour ça que je dis, des fois, j'ai des gens qui sont, je sais pas, qui sont malheureux, qui sont célibataires depuis 4-5 ans, même des fois 10 ans. Avec une lumière éteinte. Avec une lumière éteinte. Et donc, ils ont l'impression que ça va être un gros travail énorme et que ça va leur prendre des années. Alors qu'en fait, ça va plutôt être de l'ordre de quelques mois. Parce que c'est pas linéaire, ça va être par déclic justement. Moi, je vais aller chercher, et puis si ça marche pas, je vais aller chercher autre chose pour que le déclic se fasse. Je vais essayer de trouver ce qui va parler à la personne vraiment et qui va lui faire réaliser ça. Mais moi-même, des fois, c'est toujours surprenant au moment où ça se passe. Je pense notamment à une cliente un jour qui a réalisé que elle était, ça c'est un symptôme connu, c'est le syndrome de l'infirmière. Donc elle a réalisé qu'elle prenait toujours des hommes un peu cassés, un petit peu abîmés, qui avaient besoin de son aide en fait. Jusqu'à ce que en fait ils aillent mieux, qu'elle les ait réparés. Et là elle dit merci beaucoup madame l'infirmière, mais je vais partir avec une autre. Et quand elle a réalisé ça, elle s'est mise en colère. Ouais, elle s'est dit, mais c'est dégueulasse de me faire ça. Et là, c'était terminé. C'était terminé. Cette réalisation lui a permis de passer le palier. Oui, de faire un choix. Parce qu'après, c'est toujours la même chose. Tu sais, c'est l'histoire du choix. Ouais. C'est quel bénéfice tu as à maintenir une situation. Un scénario qui se répète. Voilà. Tu vois, parce qu'elle devait en avoir plus ou moins conscience. Oui. Mais ça devait la combler. Certainement sur un aspect. Oui, le bénéfice caché, c'est que quand on n'a pas très confiance qu'on mérite d'être aimé juste pour soi-même et qu'on n'a rien besoin de faire à part être soi-même, on pense qu'il faut rajouter des choses. Donc par exemple, aider l'autre personne, par exemple, payer à sa place, par exemple, avoir un niveau de vie comme ci ou comme ça, par exemple, s'occuper de tout, par exemple, plein de choses. Donc ça veut dire, le message intrinsèque, c'est qu'on pense que notre valeur, tout ce qu'on peut mettre dedans, n'est pas suffisante pour juste être soi-même, et ça suffit. En fait, pour être aimé, vous n'avez rien besoin de faire. Vous avez juste besoin d'être vous-même. Et c'est déjà un petit travail. C'est déjà un petit travail. Et alors, peut-être la dernière chose que je voulais voir avec toi, parce qu'il y a une sorte de... Je ne sais même pas si c'est un proverbe, tu vois, où on dit peut-être, oui, mais en fait, t'inquiète pas, l'amour, un jour, ça te tombera dessus, ne cherche pas, enfin, tu vois, et je suis assez partagée sur ce proverbe, parce que, tu vois, même quand j'ai des amis autour de moi qui me disent, non, mais moi, là, vraiment, je veux chercher. Moi, j'ai un peu tendance à leur dire, oui, enfin, faut pas non plus que ça devienne une obsession. Tu vois, alors c'est quoi l'équilibre? Ça, c'est tu vois, là, je l'ai dans mes scénarios, donc je m'amuse, moi, à les collectionner, puis j'essaie de les classer par catégorie. Donc celui-là, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. Ça, c'est la petite phrase qu'on s'entend souvent. C'est la fameuse que je cherchais. Exactement. Alors, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. Alors déjà, c'est faux. C'est comme tout, hein. Si vous cherchez, c'est pas très romantique, mais si vous cherchez un appartement, si vous cherchez un job, très clairement, vous avez 1000 fois plus de chances de trouver en cherchant qu'en ne cherchant pas. Quand même. On est bien d'accord. Donc pour l'amour, c'est pareil, hein. C'est pas si différent que des autres domaines de votre vie. Simplement, ce que ça sous-entend, c'est que si on cherche avec l'énergie un peu désespérée, en fait, c'est ça qui change. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Alors l'amour, pour moi, c'est d'abord une source de joie. Donc il faut déjà, souvent la première chose que j'ai à faire, on vient tous avec son bagage, on s'est fait un peu mal, donc le bagage est parfois un peu lourd. C'est se rappeler que c'est cette joie en fait qui va vous mettre sur la bonne direction. Comme quand vous aviez 16 ans, vous étiez vos premiers amours et que en fait vous pensez juste à savoir si la personne vous avait regardé ou pas, s'il avait des beaux yeux ou si elle était mignonne, etc. Et donc c'est que ça doit être léger en fait. Ça commence par quelque chose de léger. Donc effectivement, l'idée c'est de chercher, mais sans mettre une tonne d'enjeux sur chaque action que vous faites en fait. Et là, oui, bien sûr, de toute façon, l'autre vérité qu'il y a il y a toujours une vérité hein, dans les proverbes, même si ils sont mal interprétés. L'autre vérité, c'est que vous serez toujours un petit peu surpris
sur le qui, le quand et le comment. Mais pour ça, il faut déjà être prêt à voir. Parce que le problème, c'est que si vous n'êtes pas prêt à voir, la chance, elle peut vous passer sous le nez sans que vous la voyez. Et ça, c'est très concret. Des fois, vous avez des gens très bien juste à côté et vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, forcément, en cherchant, on est dans une énergie d'ouverture qui nous permet de voir. Oui, prêt à voir. Et si je reprends le propos que tu as eu avant, prêt à être vu. Donc, avoir sa lumière. Exactement. Qui est plus lumineuse. Parce que là, c'est vrai que c'est une grande plaie, notamment pour mes célibataires, c'est qu'on est invisible quand on est célibataire. Parce qu'on n'en parle pas, c'est un petit peu honteux. Donc ça faut arrêter, parce que maintenant, il y a autant de gens célibataires que de gens en couple. Donc c'est tout à fait, on peut tous être potentiellement célibataires dans sa vie, tout comme, je sais pas, dans le monde du travail, tu sais maintenant que même les meilleures personnes avec le plus de qualifications peuvent avoir des moments dans leur vie où ils sont au chômage, où ils sont en transition. Donc ça ne remet pas en cause la valeur de quelqu'un. Donc faut arrêter d'avoir honte déjà d'être célibataire, parce que ça peut arriver à tout le monde et il n'y a rien de honteux là-dedans. Et on peut aussi avoir envie de le rester un certain temps. Bon, je ne ferais pas ce métier si je pensais que c'était permanent. Donc, il ne faut pas rester bloqué trop longtemps. Mais malgré tout, ce n'est pas une honte. Et comme on en a un peu honte, on se cache. Et c'est comme ça qu'on a l'impression qu'il y a des gens, il n'y en a pas. Or, on s'éteint. Et on s'éteint et on se cache. Et voilà, exactement. Et alors que, effectivement, les gens qui sont en couple n'ont pas de problème à dire qu'ils sont en couple, en fait. Donc, on le sait. Est-ce qu'il y a une dernière question que j'ai oublié de te poser, Hélène, ou une dernière, un dernier conseil que tu veux donner peut-être? Conseil, une observation, parce que c'est dur de dire conseil. Les conseils, c'est quand même plus personnalisé, ça dépend des situations, ça dépend des parcours de vie, comme tu l'as dit. Bien sûr. Moi, je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est que l'amour, il est très abondant. Il est pour tout le monde. Et là, il faut arrêter de penser que c'est rare, en fait. C'est vraiment une énergie qui est totalement renouvelable, inépuisable et totalement gratuite. Donc, faut vraiment pas s'en priver. Donc, si vous pensez que c'est pas pour vous, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de raison. Vous n'avez aucune raison. La plupart des gens n'ont aucune raison. Sachez que l'amour, tout le monde peut le trouver. Il y a même des gens qui ont des obstacles bien plus grands que vous, qui peuvent être handicapés, qui peuvent avoir eu des parcours difficiles, qui trouvent l'amour. Donc, c'est plus un état d'esprit, en fait. Et se dire que ce qui va vous aider, c'est plutôt de cultiver l'état d'esprit, un état d'esprit ouvert, curieux vers l'autre personne. En fait, dès que vous essayez de vous protéger, vous créez une carapace ou une armure. Bon, une armure, c'est pas très pratique pour se promener, puis ça cache. Donc, comment voulez-vous qu'on vous voit ou que vous puissiez voir la personne qui va être pour vous? Donc oui, même quand on s'est fait mal, il faut se dire, j'y retourne. Mais je vais me faire confiance de l'intérieur plutôt que de mettre la carapace à l'extérieur. Donc je vais solidifier l'intérieur. C'est là où c'est bien des fois de se faire accompagner. Parce que si on reste avec ses blessures, en fait, on se met dans la carapace et en fait on est tout mou à l'intérieur. C'est un peu comme le cactus, on a les épines à l'extérieur et on a de l'eau à l'intérieur. Donc l'idéal c'est de faire le contraire. Se dire j'y vais, j'ai pas peur de me faire un peu mal s'il y a besoin. Si ça m'apprend quelque chose et si ça me permet d'avancer. Et monter donc plus forte que je ne crois, en fait. Et monter son équipe de films. Mais oui, exactement. Et se dire, mon scénario, je peux le réécrire. S'il n'est pas bankable, je vais le réécrire déjà. Donc je vais travailler un peu sur mes croyances. Et puis, je peux muscler mon jeu d'acteur, mon jeu d'actrice et me sentir plus confiant sur ce domaine. Parce que j'ai des gens, des fois, qui sont très confiants dans plein de domaines, sauf l'amour. Oui, je vais donc dans la réalisation, ça veut dire que je vais mettre en place des actions. Et puis mon casting, je vais l'ouvrir. Et puis je vais me rappeler que je suis pas limitée à la personne qui va me tomber dessus ou qui va arriver à briser l'armure, qui n'est pas forcément la bonne. Merci beaucoup, Hélène. Mais écoute, avec grand plaisir. On pourrait en parler toute la nuit de ce sujet. C'est clair. À bientôt. À bientôt. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, j'oubliais, ce podcast mérite d'être reconnu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.